Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je vais laisser encore 1 minute ou 2 minutes aux personnes pour se connecter. Vous voyez là à la caméra plusieurs personnes de l'équipe Compass. Vous voyez que c'est une équipe assez féminine. Voilà, vous avez le nom de toutes les personnes. Alors, vous voyez 3 personnes sur les caméras, mais nous sommes 4, puisqu'il y a Camille aussi qui s'occupe de répondre à toutes vos questions sur le chat. Nous avons Nathalie Somono, qui est notre responsable marketing direct, qui s'occupe des campagnes d'emailing pour nos clients. Et elle est accompagnée d'Anaïs. Bonjour. Qui est notre chargée de marketing direct, qui s'occupe de façon opérationnelle des campagnes de nos clients. Donc, je les ai conviés sur ce webinaire parce que moi, je suis la responsable marketing de Compass pour qu'elles nous parlent plus précisément des trucs et astuces qu'elles mettent en place pour aider, quels sont leurs secrets pour aider nos clients sur les campagnes emailing. Je vais juste vous faire une petite présentation de Compass. Il y a peut-être beaucoup de gens qui connaissent Compass, mais aujourd'hui, Compass est un éditeur de solutions de marketing et de sales intelligence, dont bien sûr le moteur est une data riche et structurée. Et l'objectif de Compass est toujours d'accompagner les entreprises dans leur développement commercial. Pour faire cela, on a 3 grands métiers. Le data consulting, où là, on va accompagner les entreprises sur l'analyse et l'enrichissement de leurs données. On est capable aussi de faire des bases de données sur mesure selon leurs besoins. On a bien sûr la partie éditeur de solutions, où là, ce sont des solutions qui vont aider au développement commercial. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement du marketing digital avec tout ce qui est emailing. Alors, que ce soit en B2B ou en B2C, parce que peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, mais Compass peut aussi vous accompagner sur des campagnes B2C. Aujourd'hui, Nathalie et Anaïs vont plus se focuser sur le B2B, mais elles vont vous donner quelques petits trucs aussi qu'on pourra appliquer sur le B2C. Donc voilà, ça reprend. On peut aider les entreprises, que ce soit sur le ciblage, pour leur donner des trucs, pour revoir leur ciblage ou les accompagner sur des ciblages très précis. Et on va gérer pour eux tout le processus d'une campagne emailing. Donc Nathalie, la première chose, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un emailing? Parce qu'on entend beaucoup de choses, mais techniquement, qu'est-ce qu'un emailing? Bonjour à tous, je suis ravie de participer et d'animer ce webinaire avec vous. Oui, avant de partager les différents secrets que nous allons vous exposer, vous présenter avec Anaïs, en préambule, effectivement, c'est bien de savoir comprendre un petit peu comment fonctionne un emailing. Il faut savoir que c'est la communication entre 2 serveurs. Un serveur d'envoi qui écrit un serveur de réception, et c'est le serveur de réception, là où est positionné l'anti-spam, qui va analyser les différents paramètres techniques du message et prendre une décision pour pouvoir le délivrer en boîte de réception du destinataire ou le refuser pour différentes raisons. Un email qui n'est pas abouti, que l'on appelle NPAI, n'est pas toujours pour mauvaise adresse. L'anti-spam, il a vraiment un rôle de gendarme, de veille, pour décider si, par rapport à ses propres paramètres, le message présente un risque ou non. Donc, bien que l'adresse soit valide, le message peut ne pas aboutir puisque l'anti-spam pourra l'interpréter comme un spam et le refuser. Donc, on voit qu'il prend 3 types de décisions. Donc, tout va bien, le message lui plaît, l'adresse est bonne, c'est un abouti en boîte de réception. Lorsque l'email est valide, mais pour lui, ça présente un petit risque potentiel de spam, l'email est abouti auprès du destinataire, mais il ne va pas le mettre en boîte de réception, il va le mettre en boîte indésirable ou spam, peu importe le terme, ça varie selon les logiciels de messagerie, les serveurs de messagerie. Maintenant, si l'email est invalide, bien évidemment, ou si pour lui c'est un spam avéré, toujours par rapport à ses propres critères,
l'email sera refusé, ne sera pas abouti. Le rôle de l'anti-spam est important puisqu'il y a aussi un rôle comportemental par rapport si un annonceur est identifié comme étant un spammeur potentiel, tous les mails venant de cet annonceur ou portant le nom de cet annonceur peut être refusé. Il faut savoir que cet anti-spam a vraiment un rôle très important. Quelques chiffres, on estime environ 3 milliards de spams par seconde dans le monde qui sont envoyés. Ça représente plus de la moitié du trafic total de l'email et les anti-spams en bloquent environ 90%. Donc c'est énorme. L'objectif de toute notre présentation, ça va être de donner les bons conseils, les bonnes pratiques pour justement ne pas être dans ces 90% et que votre communication arrive à destination. Je vais passer la main à Anaïs qui va vous présenter le premier secret qui, à mon sens, est peut-être le plus important. Bonjour à tous, donc je suis également ravie de vous retrouver pour ce webinaire. Donc le premier secret que nous allons mettre en avant, c'est la définition de votre objectif. Avant toute chose, vous devez définir l'objectif de votre campagne emailing afin que les prospects puissent comprendre donc l'objectif de votre campagne et directement aller à l'essentiel de votre message. Pour ce faire, vous devez donc vous poser ces 3 questions. Pourquoi vous faites cette campagne emailing? Est-ce que c'est plutôt pour un objectif de notoriété et dans ces cas-là, vous allez plutôt parler de votre entreprise? Ou est-ce que c'est plutôt un objectif de conversion et dans ces cas-là, vous allez solliciter les prospects depuis une landing page par exemple où vous allez mettre un formulaire en avant? Ensuite, vous allez également donc, vous poser la question de qu'est-ce que vous souhaitez dire dans votre message et par la suite, à qui souhaitez-vous l'envoyer? Typiquement, on va prendre l'exemple d'une campagne emailing d'un client qui souhaite communiquer sur sa présence au sein d'un salon. Il est important que vous sachiez qu'une campagne emailing est égale à un objectif. Dans ces cas-là, pour mettre en avant le fait que vous êtes présent à un salon, vous allez vraiment communiquer uniquement sur ça. Vous n'allez pas forcément mettre en avant le fait que vous commercialisez tel produit ou que vous êtes... vous allez vraiment vous focaliser sur votre présence à un salon. Et là, dans ces cas-là, le prospect va directement comprendre l'objectif de votre campagne emailing. L'objectif est dans ces cas-là que vous souhaitez qu'il vous rende visite, qu'il prenne une invitation pour venir vous rencontrer à ce salon. C'est pour ça qu'on accentue vraiment sur le fait qu'il faut vraiment définir votre objectif. C'est ce qui va faire en sorte que votre campagne emailing va fonctionner par la suite. Et Anaïs, est-ce que tu as déjà eu des clients qui ont changé de cible en cours ou Nathalie, si tu peux nous répondre? Oui, effectivement, on a déjà eu, ça rejoint effectivement la slide suivante que l'on va vous présenter, qui est la définition de la population, du ciblage, de la population à contacter. Effectivement, j'ai eu un client qui nous a passé commande pour la réalisation, une entreprise de formation qui nous a passé commande pour la réalisation d'un emailing pour promouvoir une session de sa formation et qui avait ciblé les RH, DRH, responsables de formation. Et quelques jours, dans les jours qui précédaient l'envoi de l'emailing, lorsque l'on a travaillé sur la préparation, il m'a dit finalement je vais changer de produit et mon produit s'adresse plus à des responsables commerciaux, c'est plus pour des forces de vente. Donc, je vais changer mon ciblage, je ne vais plus cibler les DRH, je vais cibler plutôt les managers commerciaux. Donc, on a été amené à changer le ciblage pour pouvoir s'adapter à l'objectif du client qui était de promouvoir un produit qui s'adressait plus à cette population. Donc, c'est pour ça que savoir à qui vous souhaitez écrire, vers qui vous souhaitez communiquer, c'est vraiment important en fonction du produit que vous souhaitez promouvoir, en fonction du service que vous souhaitez promouvoir. Pour reprendre l'exemple d'Anaïs de l'invitation à un salon, si c'est un salon régional, vous allez cibler et inviter les entreprises qui se trouvent dans un périmètre peut-être une centaine de kilomètres autour de chez vous, si vous n'avez pas forcément ciblé les entreprises qui sont à l'autre bout de la France. Sauf si c'est un salon international de grand renom, mais encore, si c'est un salon régional, voilà, ce n'est pas forcément nécessaire de cibler tout le monde. Donc, ces questions-là, elles sont à vous poser. Pareil, au niveau, si c'est plus un profil de TPE ou de PME,
la notion géographique qu'on vient de voir. Quel type d'activité on peut prendre, par exemple? Est-ce que, par rapport à votre produit, cibler la cible de l'éducation, de la santé, le domaine de la finance, de l'industrie, de l'agriculture, je prends des thématiques comme ça très larges. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que votre produit, votre offre s'adresse à ces entreprises-là? Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une question importante à vous poser, puisque la réussite de votre mailing va reposer beaucoup sur la cohérence entre, bien évidemment, votre objectif qui reste toujours, voilà, qui va être votre fil rouge, la cible choisie et bien évidemment le contenu de message dont on va parler ensuite. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, on a vraiment un ensemble à construire. Et une dernière petite précision, là on est très focus B2B, mais les questions sont exactement les mêmes à vous poser si vous êtes une cible B2C par rapport à vos critères. Effectivement, après avoir déterminé l'objectif de votre campagne emailing ainsi que la cible, la prochaine étape, c'est la construction de votre message. Donc, nous vous recommandons de prendre en compte quelques points techniques qui sont importants pour que votre mail puisse passer donc, au travers du filtre du contrôle du serveur, mais aussi de son anti-spam. Le premier élément, ça va être la préparation de votre message au format HTML. Donc, on vous recommande fortement soit de passer via votre graphiste pour qu'il puisse coder directement le contenu de votre message ou de passer directement via un éditeur de l'emailing. Ne jamais faire votre message au format Word et ne jamais mettre de pièce jointe également. Le deuxième élément technique, ça va être de respecter idéalement un ratio de 40% d'images et 60% de texte, étant donné que généralement les emails avec une seule image ou très peu de texte sont généralement assimilés plutôt à du spam. Nous, notre objectif, c'est que notre email passe en boîte de réception, passe l'ensemble des filtres et de l'anti-spam et que les prospects reçoivent donc votre email. On vous recommande également de respecter ce ratio, étant donné que certaines messageries n'affichent pas forcément les images. Donc, vous devez être certainement confronté avec votre boîte professionnelle lorsque vous recevez une campagne emailing. Soit par défaut, vous l'avez activée et dans ces cas-là, vous revoyez toutes les images, ou soit vous ne l'avez pas activée et dès que vous recevez un mail, vous devez donc télécharger les images manuellement. Donc, si vous mettez, admettons, on va toujours reprendre l'exemple de la campagne emailing où vous êtes présent à un salon. Si vous mettez au niveau de la bannière la date et le lieu du salon, il est important que vous le répétez également au format texte, puisque si le prospect n'a pas forcément téléchargé les images, il n'aura pas cette information et risque de passer à côté du lieu et de la date. Donc, n'hésitez pas à répéter cette information au format texte. Et enfin, le troisième élément, ça va être un message responsive. C'est-à-dire que l'affichage s'adapte en fonction de l'appareil sur lequel vous visualisez l'email. Donc, ça va être soit depuis un ordinateur, soit depuis un mobile, ou soit depuis votre tablette. Donc, dans ces cas-là, effectivement, il faut que votre message soit responsive pour que l'ensemble des prospects puissent visualiser votre email. Merci Anaïs. Donc, tu nous dis qu'on doit obligatoirement faire appel soit à un graphiste, soit à une plateforme pour créer son message. Alors, pour information, on a lancé un petit sondage pour demander si tout le monde faisait des campagnes emailing. Donc, on est à 100%, bien sûr. D'accord. Donc, on a des spécialistes de l'emailing face à nous. Mais pourquoi avons-nous besoin de faire appel à des spécialistes au niveau du graphisme Alors, effectivement, c'est important étant donné que les anti-spam, ils vont analyser le contenu de votre mail et ils vont également analyser le contenu du HTML, donc comment ça a été codé. Et l'objectif, c'est vraiment que le codage de votre HTML soit le plus propre possible. Donc, c'est pour ça qu'il est fortement recommandé de passer depuis une plateforme professionnelle ou depuis un graphiste. Est-ce qu'il y a, parce que je vois qu'il y a une question sur le chat, est-ce qu'il y a un nombre de mots défini ou à respecter, ou est-ce que c'est vraiment la proportion entre le texte et les images, le poids du texte et des images? Non, c'est plutôt la proportion, effectivement, et pas le nombre de mots qui sont présents au sein de l'email. D'accord, ok. Après, c'est vraiment idéalement, c'est 35%, 75%, mais effectivement, idéalement, ça serait de respecter le ratio 60% de texte et 40% d'images pour optimiser au mieux la délivrabilité et que votre mail passe en boîte de réception. Okay. Et juste, je voudrais apporter un petit élément complémentaire. Pourquoi, effectivement, nous mettre ce ratio texte-image? C'est toujours par rapport aux filtres anti-spam et les spammers qui, eux,
ne s'encombrent pas, mettent un message avec uniquement une seule image. Et ça, les anti-spam, ils le repèrent tout de suite et ils sont amenés à bloquer. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut éviter et ne pas faire un message full image. Nous passons donc au secret numéro 4, toujours sur le message. Oui, Céline. Ah oui, je te pose des questions là. Voilà, on est là pour ça. Comment mesure-t-on le ratio entre les deux? Est-ce que tu as des... Les éditeurs HTML peuvent effectivement donner cette information. Après, c'est pas non plus une mesure stricte. Hein. Voilà. Après, c'est au jugé qu'il faut effectivement avoir pas mal de texte. Quelquefois, on a tendance à mettre dans une image, de se créer une bannière avec une jolie photo et le titre, si on reprend toujours notre exemple, il va être un peu un fil conducteur d'invitation à un salon, ne pas le mettre dans la bannière, dans l'image, ce qui est la zone de texte, le sortir, le mettre réellement en texte. Ça peut être une petite astuce pour contourner ça de façon à ce que l'on ait en image vraiment la seule image que l'on ne peut pas convertir en texte. Ok, merci beaucoup Nathalie. Donc, oui, le secret numéro 4, on reste sur le message. Après avoir vu le fond, l'aspect technique, c'est la forme, puisque l'objectif est de faire un joli HTML, un joli message qui va inciter les destinataires à convertir. Pensez à faciliter les démarches et les points de contact en mettant en avant des boutons, on appelle des CTA, Call to Action en anglais, bouton d'appel à l'action en français, pour attirer l'attention. Donc, mettez-en un ou deux, n'en mettez pas trop non plus, puisque autrement vous allez les perdre un petit peu. Idem pour les liens. L'idéal, c'est 3, 4, maximum 8. Autrement, si vous mettez 15, 20, 30 liens dans des messages, comme on peut de temps en temps le voir, les destinataires, ils ne vont pas comprendre ce que vous attendez d'eux. Toujours en tête cette notion d'objectif. Il faut que ce soit clair, il faut qu'ils comprennent tout de suite et rapidement ce que vous attendez d'eux et où est-ce que vous voulez les emmener. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas multiplier les liens. Et après, en termes d'analyse statistique derrière, s'il y a trop de liens, ça devient quasi impossible à analyser. Et un autre point également important, soigner la mise en page. Alors après, on va dire les goûts, les couleurs, ça pour tout le monde, mais il est important que votre message soit en phase avec votre site et respecte votre charte graphique, puisque c'est en quelque sorte la vitrine de votre société. Donc, si vous communiquez vers des clients, il ne faut pas qu'ils soient perdus, dépaysés, il faut qu'ils reconnaissent rapidement que c'est vous qui communiquez. Et si c'est des prospects, ils vont découvrir, ça va être souvent la première porte de communication. Donc, en cliquant sur les liens de votre message, il va arriver sur votre site. Il faut qu'il y ait une continuité visuelle pour le rassurer. Autrement, vous risquez de le perdre. Si votre site il est bleu et blanc, si vous faites un message rouge et vert, ça risque de les perturber. Et là, peut-être que ça va rompre la démarche. Et puis, bien évidemment, pensez toujours à mettre votre logo, qui est votre identité visuelle, sur votre message. Et il est fortement recommandé de mettre un lien sur le logo. On a tous cette démarche-là lorsque l'on a un logo, de chercher, cliquer dessus pour arriver sur la home page du message. Je vais continuer sur 2 autres éléments sur la conception du message. C'est plus des éléments techniques. Le désabonnement, indispensable, c'est vraiment que ce soit du B2B, du B2C, de la fidélisation vers des clients, de l'acquisition vers des prospects, il faut qu'il y ait toujours un lien de désabonnement pour que les personnes puissent librement choisir d'arrêter de recevoir vos communications. Donc, si vous confiez la réalisation de votre emailing auprès d'un professionnel, que c'est sous-traité comme on peut le faire nous pour nos clients, vous n'avez pas à vous occuper du lien de désabonnement puisque c'est notre propre base, notre plateforme de routage, donc on se chargera de désabonner les gens. Mais si à l'inverse, vous êtes autonome sur vos campagnes emailing, vous êtes sur votre base client avec une plateforme que vous avez l'habitude d'utiliser, là, c'est à vous de récupérer les emails de toutes les personnes qui sont désabonnées pour pouvoir les exclure de vos prochaines communications. Un autre point qui est fortement recommandé, mais pas obligatoire, c'est la page miroir.
c'est un lien qui donne accès à une version web de votre message. C'est utile si les destinataires ont un souci d'affichage, les images ne s'affichent pas bien, elles n'arrivent pas à les télécharger. Voilà, on a tous l'habitude de trouver ce petit lien qui se trouve en début de message. Donc le texte, j'ai mis 3 petits exemples là, voilà, il est libre à votre convenance. Voilà, c'est quelque chose qui est recommandé puisque ça fait partie de ce que l'on a l'habitude de voir. Alors, pour le secret numéro 6, nous allons voir donc les éléments à déterminer pour pouvoir optimiser les ouvertures et donc avoir un taux d'ouverture supérieur aux moyennes constatées. Donc, dans un premier temps, le nom de l'expéditeur. Donc, généralement, de notre côté, on recommande plutôt d'indiquer le nom de votre entreprise pour que les prospects puissent vous identifier plus facilement dès la réception de cet email. On va également vous recommander d'indiquer le nom de votre entreprise lorsque le prospect va ouvrir votre campagne emailing pour qu'il y ait une cohérence, si vous voulez, entre le nom d'expéditeur et le logo qui sera affiché. Généralement, on le met plutôt en haut de l'email. Également, si vous faites souvent des communications, donc plusieurs emailings par semaine ou par mois, on va vous recommander de modifier le nom d'expéditeur en fonction des emails pour pas que les prospects aient le sentiment d'être sursollicités. On va également donc vous recommander d'indiquer un objet. L'objectif, c'est de résumer en quelques mots le contenu de votre email, sans trop en dire, mais d'être impactant en même temps pour inciter les prospects à vouloir découvrir donc, le contenu de votre email. Et enfin, le pré-header. Donc, c'est ce qui va venir en complément de l'objet. Il faut vraiment faire attention à ne pas répéter ce que vous avez déjà mis dans l'objet au niveau du pré-header. Ça risque de faire un doublon et dans ces cas-là, c'est moins avantageux. Donc, n'hésitez pas à faire des tests, à vous envoyer l'email pour que lorsque vous allez visualiser le test dans votre boîte mail, qu'il y ait une cohérence lorsque vous allez voir l'affichage de l'objet et du pré-header. Donc, c'est en déterminant ces 3 éléments qui vont faire que les prospects vont souhaiter découvrir le contenu de votre email. Alors, j'ai une question sur la moyenne des taux d'ouverture B2B versus B2C. Mais comme on va juste, pour information, on va revenir ensuite sur les statistiques des campagnes emailing. Donc, on vous donnera ces informations-là à ce moment-là avec toutes les informations qui concernent les statistiques. Maintenant, nous allons passer à la dernière phase de préparation de votre message. Maintenant qu'il est prêt, il est important de le tester, de le vérifier, de vous faire un envoi en situation réelle dans votre boîte mail. C'est un envoi test, on appelle ça aussi BAT. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Vous allez avoir une vision différente de votre message et vraiment, vous allez le voir tel qu'il va arriver auprès de vos destinataires. Donc ça va vous permettre de vérifier le bon affichage. Est-ce qu'au niveau de la taille des polices, la mise en page, il n'y a pas de décalage? Est-ce que les images s'affichent bien? Bien évidemment, tester tous les liens, y compris le désabonnement, vérifier qu'ils arrivent au bon endroit. Il n'y a rien de pire dans un emailing que de cliquer sur un lien qui arrive sur une page erreur. C'est pas idéal. Le relire pour trouver bien sûr les petites fautes d'orthographe, y compris dans l'objet, enfin les différentes erreurs que l'on peut trouver. Je vois Céline qui rigole. Oui, parce que ça arrive régulièrement aussi quand vous avez des invitations pour des événements. La faute la plus courante et qui est arrivée, je pense, à beaucoup de marketeurs, c'est de se tromper soit d'heure, soit de date. Donc, faites très, très attention. Je parle d'expérience, donc voilà. Ah, d'accord. C'est du vécu. Donc, ça, c'est vraiment pour le test, je cautionne à 100%. C'est plus prudent. Et la meilleure façon de tester, c'est de se l'envoyer à soi, bien évidemment, mais se l'envoyer aussi à d'autres personnes, à un ou 2 collègues qui aura peut-être un petit peu plus de recul que vous et qui verra justement cette petite coquille de jours et d'heures éventuelles. Donc ça, c'est vraiment très important. Et au-delà donc de ce test à vérifier les petites erreurs, le fait de faire tester le message à une autre personne, c'est aussi tester la bonne compréhension du message. Parce que si votre collègue travaille dans la même entreprise que vous, donc qui connaît l'entreprise, va vous dire mais là tu parles de quoi, tu attends quoi, de quoi tu parles, ça veut dire que les destinataires se poseront les mêmes questions et donc là c'est peut-être le moment de revoir le message
Et bien évidemment, voilà, Anaïs a insisté sur le fait que le message soit en responsive. C'est vérifier sur votre portable que la version mobile elle est aussi belle que la version ordinateur. Alors, donc, après toutes ces étapes, c'est le moment de réaliser l'envoi de votre campagne emailing. Donc, on vous recommande fortement de passer donc, soit par une plateforme dédiée ou soit par un professionnel de l'emailing tel que Compass ou d'autres acteurs pour gagner déjà dans un premier temps du temps, pour également optimiser au mieux la délivrabilité et limiter le fait que votre mail arrive dans la boîte de spam des destinataires. L'objectif, c'est vraiment d'optimiser au mieux pour que les prospects, les destinataires reçoivent votre campagne emailing. Et également, le fait de passer donc soit par une plateforme en ligne ou soit depuis un professionnel, c'est que vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble des statistiques qui va être détaillées. Vous allez pouvoir avoir accès au taux d'ouverture, au taux de clic, au taux de réactivité, mais aussi au taux de désabonnement. Donc, c'est vraiment toutes ces informations qui sont importantes pour vous, auxquelles vous pourrez avoir accès. On vous recommande fortement de ne jamais envoyer vos campagnes emailing depuis soit une boîte professionnelle ou soit depuis une boîte personnelle. Le risque qui peut se passer, c'est qu'en faisant ces démarches, le premier envoi peut très bien se passer, le deuxième envoi aussi, mais à partir du troisième envoi, vous pouvez avoir un taux de NPI de 40% par exemple. Et là, ça commence effectivement à être compliqué. Lors du quatrième envoi, le nom de domaine peut être blacklisté et ça peut avoir des répercussions assez importantes. Donc vraiment, prenez en compte le fait que lorsque votre campagne emailing va être envoyée depuis une plateforme professionnelle, les anti-spams seront automatiquement identifiés que le serveur d'envoi est configuré, paramétré pour pouvoir faire de l'emailing de masse, tandis que votre boîte mail professionnelle ou personnelle ne l'est pas. Donc, c'est vraiment important de réaliser votre message depuis une plateforme dédiée ou depuis un professionnel. Oui, alors je vois que tu nous as parlé de plein de choses, mais j'ai pas vu la notion de moment d'envoi en fait sur ton slide. Est-ce que ça a toujours de l'importance ou plus du tout? Effectivement, alors nous, ce qu'on recommande à nos clients, c'est de ne pas forcément se fier à un jour précis. Donc, de manière générale, il était plutôt recommandé d'envoyer ses campagnes emailing soit le mardi ou le jeudi. Néanmoins, tout le monde le fait. Donc, on va plutôt vous recommander ce jour-là, mais également donc, le lundi matin, par exemple, ou le mercredi, étant donné que les prospects, les destinataires sont moins sollicités sur ces jours. Donc, n'hésitez pas effectivement à envoyer également vos campagnes emailing le lundi matin et le mercredi. Néanmoins, on ne vous recommande pas forcément d'envoyer votre campagne en B2B le vendredi. Et en B2C, voilà. Et ce qui est du B2C, donc vous pouvez envoyer vos campagnes du lundi au dimanche si vous le souhaitez. Ça dépendra plutôt du message et de la cible pour pouvoir déterminer le jour d'envoi. Bon, je me fais rappeler à l'ordre par Camille qui me dit qu'elle avait des sondages en ligne. Donc, je ne sais pas si vous avez pu y répondre. Donc voilà, vous avez 2-3 petits sondages qui sont en cours si vous voulez participer. Nathalie? Oui, donc la campagne est partie. On va regarder maintenant les statistiques. Ça va me permettre à la fin de ma présentation de répondre à la question sur les taux d'ouverture. Faut avoir en tête qu'au niveau des statistiques, donc c'est l'objet qui fait l'ouverture et le message qui fait le clic. Effectivement, c'est l'objet est très important puisque c'est lui qui va inciter les destinataires à découvrir votre message. Donc, le plus beau des messages, avec l'offre la plus extraordinaire, si c'est un objet qui ne fait pas très envie, qui ne va pas inciter à cliquer, la campagne, elle fera un flop. Donc, il faut vraiment choisir le bon objet et le bon message pour avoir les bons résultats. Donc, on peut avoir un fort taux d'ouverture, mais peu de clics. Ça veut dire que l'objet est bon, vous le gardez, mais il faut repenser, reconcevoir le message pour inciter plus à cliquer. À l'inverse, si vous avez beaucoup de clics, mais pas beaucoup d'ouverture, donc le message, vous le gardez, il fonctionne, il fait le job, mais l'objet est à revoir. Donc, il y a 3 KPI que l'on suit en matière de statistiques emailing. Bien évidemment, les ouvertures. C'est le nombre de destinataires à avoir ouvert l'email. Il faut savoir que techniquement, une ouverture est comptabilisée lorsque les images sont activées. Il y a toutes les plateformes intègrent un petit pixel caché qui va s'afficher, se déclencher lorsqu'on affiche les images et qui va déclencher une ouverture.
On a les cliqueurs, qui sont le nombre de destinataires à avoir cliqué sur au moins un lien. Et pour moi, l'information, la donnée la plus importante, c'est la réactivité. C'est le ratio entre les cliqueurs et les ouvreurs. Si vous avez que 3% de vos ouvreurs qui ont cliqué, c'est un petit peu faible. C'est des choses après à remodifier, à adapter le message. Si à l'inverse, vous avez 40 ou 50% de vos ouvreurs qui ont fait une action de clic, là, on est sur des résultats très, très intéressants. Alors, pour répondre à la question du taux d'ouverture, je crois, tu peux me rappeler la question, quelle est la moyenne du taux d'ouverture en B2B et au B2C? Alors, les éléments que nous avons, nous, chez Compass, on fait que des campagnes de prospection pour nos clients. Donc, c'est vrai qu'il faut différencier les taux d'ouverture entre de la fidélisation vers une base client et une base de prospection. En fidélisation, on aura toujours des taux d'ouverture forcément supérieurs dans la mesure où vous écrivez à des personnes qui vous connaissent, qui ont l'habitude de recevoir votre communication. On pourra avoir du 20-30% d'ouverture en B2B sur de la base client. Base client en B2C, là, j'avoue que je n'ai pas trop d'éléments de comparaison. Donc, de manière générale, en B2C, les taux d'ouverture sont toujours plus faibles qu'en B2B. Ça, c'est reconnu. Sur de la prospection en B2C, on va être à 3, 4, 5% d'ouverture. Ouais. C'est ça, Anaïs, voilà, c'est ce que l'on remarque sur les campagnes que nous réalisons pour nos clients qui nous confient du B2C. En B2B, alors, en B2B, ça peut être de 8-10% jusqu'à 15-20%. C'est très variable, bien évidemment, en fonction de la cible, en fonction de l'offre. Voilà. Mais encore une fois, vraiment différencier ce qui est de la prospection et de la fidélisation. Merci Nathalie. Alors, j'ai plein de questions, donc je vais te les poser, mais d'abord, est-ce que par rapport aux statistiques et aux résultats et au fait de surveiller les statistiques, est-ce que les anti-spam ont des impacts aujourd'hui par rapport à il y a 4-5 ans, puisqu'on sait que les anti-spam se sont beaucoup développés? Est-ce que ça a un impact sur les stats? Oui, c'est une très bonne question, Céline. Merci de l'avoir posée. Oui, effectivement, on remarque depuis, on va dire, une petite année, un envol des statistiques d'ouverture qui nous ont semblé un petit peu curieux et on a fouillé, on s'est renseigné, on a échangé avec nos techniciens routeurs. Au jour d'aujourd'hui, donc les anti-spam, vous avez vu au début, je vous en avais parlé, ils ont un rôle vraiment très important. Vu la masse colossale de spam qui est envoyée dans le monde, ils sont obligés de remonter leur niveau de sécurité. Et au jour d'aujourd'hui, pour se protéger, pas tous, mais certains anti-spam sont amenés à cliquer, à tester le message en cliquant sur tous les liens pour s'assurer qu'il n'y a pas un virus caché derrière, que ça ne présente pas de risque pour leur infrastructure réseau. Et à partir de là, ils vont déclencher cette fameuse petite balise d'ouverture. Donc, ça veut dire que lorsque sur une campagne de prospection B2B, vous allez avoir en statistique brute de votre plateforme de routage 20-25% d'ouverture, il faut pondérer ça. C'est vrai qu'à l'intérieur, il y a forcément une part de ces ouvreurs qui sont induits par l'action des anti-spam. Et on va avoir un ouvreur pour un destinataire qui, en fait, n'aura peut-être pas vu le message ou qu'on l'aura mis directement à la poubelle et qui n'est pas un ouvreur au sens où on le vaudrait d'un point de vue marketing. J'ai essayé de fouiller, de chercher, mais c'est quasi impossible de différencier les vrais des faux ouvreurs dans la mesure où là, on est vraiment sur une action d'anti-spam. Et à partir du moment où on comprend comment un anti-spam fonctionne, il est mort. Il n'a plus de raison d'être puisque les spammers vont s'engouffrer. Donc, c'est vrai qu'il faut un petit peu minorer cette part d'ouverture qui est peut-être plus près de 10-15% que de 20-25% en réel, quoi. Donc, j'ai Valentine qui me pose beaucoup qui m'a posé pas mal de questions, mais je pense que tu y as répondu. J'espère, Valentine, qu'on y a répondu. Elle me demandait comment contourner le problème des spams Apple qui ne permet plus d'obtenir les statistiques via envoi par Brevo ou par Mailchimp, par exemple. Ça, c'est effectivement. Voilà. Et elle me dit on a perdu beaucoup de données
par rapport à il y a un peu plus d'1 an. Donc, tu confirmes bien ça. Je vais dire un petit mot après sur cette fonctionnalité Apple pour que tout le monde comprenne. Et donc, elle me dit, donc si en B2B, j'ai toujours plus de 25% de taux d'ouverture, c'est plutôt bon, plutôt pas mal. Avant le blocage Apple, j'avais beaucoup plus. D'accord. Alors, faut savoir que le Apple, c'est pas vraiment un blocage. En fait, c'est il y a peu moins de 2 ans, Apple a lancé une option. Alors, je précise que c'est une option à la main de chaque utilisateur Apple de pouvoir, ça s'appelle Mail Protect Privacy de mémoire, de pouvoir bloquer tout ce qui est tracking de suivi sur les emails marketing. Donc, lorsque l'utilisateur Apple a activé cette option, et je précise bien, uniquement cette option est activée, lorsqu'un email va recevoir un email, il va être automatiquement téléchargé sur les serveurs d'Apple. Et à partir du moment où la personne va afficher l'email, il va afficher cette page sauvegardée chez Apple. Donc, et il sera automatiquement dans 100% des cas ouvreur. Et Apple ne renverra aucune information d'activité, de tracking, de clics. Non, les clics ne sont pas impactés, c'est uniquement des ouvertures. Donc, ça veut dire que toutes les personnes utilisateurs d'Apple qui ont activé cette option seront dans 100% des cas ouvreurs, même si le message, ils ne l'auront jamais vu. Donc, c'est vrai que selon la cible, la population que vous ciblez, ça peut avoir un impact plus ou moins fort. Si vous êtes sur une population, et là, ça impacte autant le B2B que le B2C, hein, bien évidemment. Si vous êtes sur une cible où il y a beaucoup de personnes qui sont assez jeunes, actifs en milieu urbain, vous avez plus de chances d'avoir une proportion d'utilisateurs Apple plus importante qu'en milieu rural, puisque statistiquement, Apple est plus implanté chez les jeunes actifs en milieu urbain. Donc voilà. Alors pour revenir à ce que vous disiez, Valentine, pour moi, l'action d'Apple devrait faire augmenter le taux d'ouverture dans la mesure où tous les utilisateurs avec cette option sont par défaut ouvreurs. Donc c'est vrai que pour moi, si vous avez votre taux d'ouverture à baisser, je ne pense pas que ça soit lié en tout cas à cette option d'Apple. À voir, peut-être à reposer de votre côté. Mais c'est vrai que ça fausse et ça perturbe les. Maintenant, quelle est la part d'utilisateurs d'Apple à avoir activé cette option? Je ne la connais pas. Je reste. Alors, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions, je vais les passer, mais je reste sur la partie taux d'ouverture pour le moment. J'ai Aurélia qui me pose la question, le taux d'ouverture est-il vraiment toujours aujourd'hui pertinent? Voilà. Plus que ça. Et le mail peut, car les systèmes de messagerie vérifient les mails, alors qu'il n'a pas vraiment été lu. Donc c'est ce que tu as expliqué. Voilà. Donc ça reste un indicateur important, qui est toujours là, qu'il faut prendre en compte, mais voilà, il est moins rigoureux, moins strict, moins juste qu'il pouvait l'être il y a quelques années, effectivement. Okay. Je vais passer sur des questions un peu plus, on va dire, un peu plus techniques. J'ai Céline qui me pose la question, il vaut mieux créer une adresse email spécifique. J'envoie mes emails via une plateforme, mais c'est mon adresse professionnelle en fait qui est utilisée. Est-ce qu'il vaut mieux créer une adresse email spécifique? Alors, oui et non. Non, si vous avez vu avec votre administrateur réseau pour paramétrer les SPF, voilà, si votre adresse mail est paramétrée, voilà. Donc là, c'est vraiment du technique à voir avec votre administrateur réseau. C'est possible, mais avec les paramètres nécessaires. Si vous ne faites pas ces paramètres nécessaires, les SPF, etc., c'est là où vous pouvez prendre le risque de blocage de votre domaine, de votre serveur. Donc voilà, à vérifier. Après, utiliser un email, si vous passez par une plateforme, il est bien de voir avec le routeur qui gère cette plateforme à vous attribuer une adresse mail dédiée. Donc là, c'est à voir un petit peu en interne comment vous travaillez. Il n'est pas interdit de travailler avec votre adresse mail, mais avec le bon paramétrage derrière. Avec les risques qu'on a pu rencontrer. Si c'est bien paramétré, il n'y aura pas de risque. Mais voilà, c'est juste ça. Quelles actions mettre en place si son nom de domaine est blacklisté?
Alors là, concrètement, je ne saurais pas vous dire. C'est vraiment faire une démarche là, c'est voir avec votre administrateur réseau qui, lui, devrait pouvoir faire les démarches. J'avoue que je n'aurais pas. D'accord. Je rejoins d'expérience en fait un peu Nathalie sur le côté quand on parlait des envois à ne pas faire, je ne sais plus si c'est Nathalie ou Anaïs qui en parlait, ne pas les faire avec les adresses email professionnelles. D'expérience même, vous voyez, même chez Compass, on a certains commerciaux qui voulaient faire des petits envois et on a pu rencontrer des soucis ou des alertes. Donc vraiment, faites très attention à ça. Passez vraiment par des entreprises de routage qui vont faire ça de façon professionnelle et vous ne prendrez pas de risque au niveau de vos noms de domaine. Donc j'ai Valentine qui me dit j'ai été très surprise. Alors par contre, Valentine, vous n'avez pas spécifié si c'était du B2B ou du B2C. J'ai été très surprise du taux d'ouverture et du taux de clic le vendredi et samedi de la semaine passée, mieux que mes envois habituels sur les mardis. Donc, ça revient un peu à ce que tu disais, Anaïs, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de règles sur le jour d'envoi, en fait. Tout à fait, exactement. C'est bien de sortir un petit peu des sentiers battus, parce que si tout le monde envoie le mardi matin à 9h, le même destinataire, il va recevoir 10 mails de tout le monde en même temps et il va en voir aucun que si vous envoyez à un autre moment, vous avez plus de chances d'être vu. Question de Clémentine. Que faire si, même en passant par une plateforme email, nos mails arrivent parfois dans les spams? Alors, il n'y a pas de recette miracle. Tout ce qu'on vous a présenté, c'est essayer d'optimiser, de faire en sorte que maintenant, si le serveur de réception estime que c'est un spam potentiel, après, c'est à revoir le message, communiquer différemment. C'est vrai que le risque, je peux parler de risque, est plus important dans les grandes entreprises qui ont des anti-spam beaucoup plus stricts que dans les petites. Donc, ça peut jouer aussi. Voilà. Donc, après, réessayer. Il faut réessayer avec un adaptant, avec un message différent. On n'a pas parlé de notion de spam word aussi, de certains mots. C'est là où j'allais en venir. Peut-être en dire un mot sur le spam word. Oui, effectivement. Donc, il existe une liste que vous pouvez retrouver sur Internet qui est assez complète. Où, ne surtout pas utiliser dans l'objet ou dans le contenu de votre mail les mots comme gratuit ou 100% gratuit. C'est vraiment des mots qui peuvent avoir un impact sur votre campagne emailing et qui peuvent faire en sorte que votre mail va tomber dans les courriers indésirables. Donc effectivement, il existe des listes sur Internet. N'hésitez pas à la télécharger et à prendre en compte les mots à ne pas utiliser pour que ce soit au niveau des objets ou au niveau du contenu du mail. Parce que l'anti-spam, il va aussi vérifier ces mots-là. Il va toujours tout vérifier. Effectivement, il vérifie le contenu de votre message. Donc, c'est quelque chose qui a fortement à prendre en compte. Comment vérifier si… Alors, tout à l'heure, sur les domaines blacklistés, tu n'avais pas toute la technique, mais est-ce qu'on peut vérifier si mon nom de domaine est blacklisté? Il y a des sites sur Internet. Alors là, j'aurais pas de nom, en tête, mais vous trouverez en fouillant un petit peu, pour trouver effectivement sur les domaines qui peuvent être on appelle ça listés. Parce qu'on parle de délistage, voilà. Donc ça, vous pourrez le trouver sur Internet. Ok. Et tout à l'heure, tu nous disais éventuellement, Nathalie, les paramètres à vérifier, tu sais, pour la partie, excuse-moi, email professionnel, tu sais, à vérifier si on utilisait son email professionnel. Oui. Est-ce que tu peux les rappeler? Parce que, a priori, la personne ne les a pas notés. Ça s'appelle, c'est des SPF. Alors, c'est à demander au routeur quels sont les paramètres à faire et à donner après à son administrateur réseau. Voilà. Donc là, c'est des paramètres techniques que votre routeur pourra vous donner à transmettre après. Et l'administrateur réseau, ce sera son domaine. Il comprendra ce que c'est, quelque chose que vous, moi, forcément, voilà. Après, ils parleront entre pros et ils comprendront. La personne me dit que c'est une toute petite entreprise et qu'effectivement, ils n'ont pas d'administrateur réseau ou informaticien. Donc, bon, il faudra peut-être voir avec leur routeur qui pourra les accompagner. Souvent, les routeurs peuvent vous accompagner sur les démarches à réaliser, même en interne chez vous.
Ils sont leur service client et Voilà, généralement un service support voilà. qui vous accompagnera. Donc, si on revient un peu sur les taux d'ouverture, Anaïs, je crois que c'est ou Anaïs ou Nathalie, tout à l'heure, la personne disait qu'elle avait eu des meilleurs taux sur le vendredi et le samedi. Oui. Et effectivement, elle nous spécifie que c'est en B2C. Je crois qu'en B2C, on peut aussi envoyer éventuellement des emails le samedi ou pas. Ah oui. Voilà. Du lundi au dimanche, on vous recommandera plutôt la semaine en fin de journée. Les destinataires sont davantage disponibles à consulter leur boîte mail et effectivement, vous pouvez envoyer le samedi vos campagnes. Donc, ça dépendra en fonction du message et de la cible. Mais je rejoins effectivement que le samedi et dimanche, vendredi et samedi en B2C, oui, c'est plutôt des bons jours, effectivement. Un bon créneau. Donc, on va passer au secret numéro 10. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. On est passé. Voilà, en général, beaucoup de questions, c'est très bien. Camille me dit non, donc je vais aller regarder. Je vais te reposer une après je te laisse faire le slide. Alors, donc, le secret numéro 10, c'est gérer vos retours. Donc, maintenant que vous avez envoyé votre campagne emailing, il est temps de vous occuper des retours. Donc, qu'est-ce qu'on entend par retour? Ça va être de prendre en compte les personnes qui ont souhaité se désabonner suite à l'envoi de votre campagne emailing. Donc, c'est vraiment une notion qui est importante étant donné que vous allez certainement refaire de nouvelles campagnes emailing sur la même cible, voire une repasse emailing. Et dans ces cas-là, vous devez prendre en compte ces personnes qui ont souhaité se désabonner pour ne pas les ressolliciter lors de vos prochains envois. Vous allez également pouvoir consulter le profil des cliqueurs afin d'affiner pour vos futures sélections et également consulter le trafic de votre site internet. Généralement, n'hésitez pas à visualiser cette information sous les 48 heures après l'envoi de votre campagne emailing. Il est possible que les prospects n'ouvrent pas forcément la campagne le jour même de l'envoi, mais les 48 heures qui suivent l'envoi. Donc, n'hésitez pas à vérifier s'il y a eu un petit pic suite à cette campagne emailing et donc faire une analyse en conséquence. Et enfin, donc, exploiter vos leads. N'hésitez pas à les rappeler directement, donc soit le jour même ou le lendemain au maximum, pour que ça soit assez frais dans la tête des prospects qu'ils aient fait une action d'être recontactés, par exemple. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important de les recontacter le plus rapidement possible. Merci. Je crois qu'on a passé sur les 10 secrets. Alors, j'ai une dernière question. Alors, je vous assure, c'est une question. Hein, c'est parce que nous, on n'a pas trop parlé de notre base de données. On n'a pas voulu faire de publicité sur notre base de données. Comment faire quand nous n'avons pas de base de données prospect? Eh bien, vous venez voir mon passe. Voilà. On n'a pas fait de focus là sur la base de données prospect. On a d'autres webinars qui arriveront sur cette thématique-là. Il est sûr qu'on peut vous proposer des bases de données prospect selon vos critères et selon vos besoins. Nathalie et Anaïs ensuite peuvent s'occuper, si vous voulez pas faire vos campagnes emailing, de gérer vos campagnes emailing. Donc n'hésitez pas, si vous voulez qu'on réponde à ça, soit vous appelez Compass directement, soit vous envoyez un message sur le chat et Camille prendra vos coordonnées pour qu'on puisse vous rappeler. Donc c'était pas une question qu'on a fait nous, hein, je précise. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Si tu veux, je sais pas laquelle de vous fait, si vous avez quelque chose à rajouter en conclusion. Voilà, la conclusion, c'est que voilà, c'est un jeu d'équilibre. Voilà, la combinaison. On peut me remettre la slide. Hop, voilà, notre petit château de cartes. Voilà, qu'effectivement, que c'est un tout. C'est une combinaison entre la base de données qui a été bien segmentée, la plateforme de routage, voilà, la façon dont c'est envoyé, la conception de votre message. Voilà, donc en espérant que tous ces petits secrets vous aideront à réaliser de belles campagnes emailing. Très bien, merci beaucoup. Vous recevrez, je pense que Camille l'a peut-être mis dans le chat, un livre blanc sur les secrets. T'es plus en présentation. Pardon. Sur les secrets de l'emailing, on va les passer directement via Webikeo.
Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser via le chat. Je vous remercie pour vos réponses au sondage. Donc, beaucoup de gens font effectivement 38% de 5 à 20. Je vous donne juste les résultats. De 5 à 20 campagnes par an ou plus de 20. Donc, l'email a encore des beaux jours devant lui. Et quel type de campagne? C'était un autre slide, un autre sondage, pardon. Donc 69% en acquisition. Donc voilà, c'est un peu comme chez nous, chez Compass, on fait de la fidélisation par email, mais on fait aussi de l'acquisition. Avec toutes les règles qu'ont spécifiées Nathalie et Anaïs. Bien, écoutez, je vous remercie. Est-ce qu'on a d'autres questions, Camille? Ou ça va? Non, c'est bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis, peut-être à un autre webinaire. Merci beaucoup pour votre présence. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.